Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci rattrapage, quelques films au cinéma et une série sur les plateformes. Alors, j'ai pas été voir grand-chose ces 2 premiers mois tout simplement parce que en termes de cinéma populaire, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Beaucoup de cinéma grand public et même dans le cinéma indépendant, dans les drames, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Malgré ça, quelques films a quand même piqué ma curiosité et une série sur les plateformes. Et on commence tout de suite par le premier, un film vu au cinéma, Paddington, au Pérou. Nous qui voulions passer des vacances inoubliables. Alors, j'ai débuté cette saga par ce 3e épisode. C'est un film que j'avais entendu parler. Je connaissais bien sûr la saga par son histoire, mais j'avais jamais découvert ces films-là, tout simplement parce que c'était un film extrêmement populaire. C'est un film qui plaît à un large public de 7 ans à 70 ans. Et ce 3e épisode, donc Paddington au Pérou, est une sorte de film d'aventure matinée de film contemporain, parce qu'on apprend tout simplement, si on ne connaît pas la saga, que les ours vivent en symbiose avec les humains sans que ça dérange personne. Donc c'est une saga assez fantasque, d'une certaine façon, assez fantastique. Et dans ce 3e film, on bascule dans un film d'aventure à la Jumanji. Donc c'est une sorte de production américaine, saupoudrée bien sûr d'une idée et d'un casting anglo-saxon. Je dirais que c'est un film international sur le plan du casting. Tante Lucie! Paddington! On est là! Tante Lucie! Je crains qu'elle ne soit partie pour... Et dans ce 3e film, voilà, c'est rempli de couleurs. C'est un film de studio avec beaucoup d'effets spéciaux, avec des décors en dur en studio et aussi beaucoup d'effets spéciaux numériques. Et au niveau du casting, on retrouve quand même dans le rôle du bad guy quand même Antonio Banderas qui gabotine énormément. C'est aussi le cas pour pas mal d'acteurs et de comédiens dans le film, mais ça se marie parfaitement avec l'aventure que Paddington va connaître dans ce 3e film, tout simplement parce qu'il veut connaître les origines de sa propre famille, et comme il est né au Pérou, il veut retrouver sa tante, et ça va l'envoyer bien sûr sur la route de l'Eldorado, cette fameuse légende de l'or à l'époque des conquistadors, et bien sûr d'autres personnages vont graviter autour de lui, comme la famille anglaise qu'il a adoptée bien sûr dans les 2 premiers films. Ah. Bienvenue au Pérou. Ça donne un film très intéressant, très regardable, mais je dirais que ce 3e film est nettement en dessous des 2 premiers, tout simplement parce que moi, j'ai découvert le 2 il y a de ça à peine 15 jours. Ma femme avait découvert le 2e film sur la TNT, sur une des chaînes de la TNT. J'avais pris le film en cours de route et j'avais découvert un 2e film beaucoup plus contemporain, beaucoup plus anglais dans sa réalisation et au niveau de son casting, extrêmement novateur sur un plan de la réalisation et de la photographie, avec énormément de techniques employées. Il y a beaucoup de jeux de mimes, des jeux d'ombre et de séquences crayonnées en séquences animées, extrêmement émouvant et théâtral et je dirais poétique au niveau de son histoire, avec ce jeune ours adopté par une famille anglaise, et extrêmement contemporain parce que ça se passe à Londres et c'est extrêmement comique, inventif, et même dans les 2 premiers, il y avait quand même un casting international, parce qu'on retrouvait déjà dans les rôles de méchants Nicole Kidman dans le premier, et dans le 2e Hugh Grant. Et ces 2 premiers films sont nettement plus inventifs et beaucoup plus anglais dans sa proposition que ce 3e film de Paddington au Pérou, qui est beaucoup plus américain,
dans sa proposition, avec toutes ces scènes d'action qui s'enchaînent comme ça dans un film de studio, avec Antonio Banderas qui veut récupérer cet or, et un peu plus chanté, on est dans une sorte de comédie à l'américaine, avec des personnages très secondaires. Oh, quel beau bateau. Confortable, sol. Donc pas besoin de vous dire que ce Paddington 3 est très agréable à regarder, malheureusement nettement en dessous des deux premiers que je viens tout juste de racheter en faisant plaisir à ma femme. Donc le premier et le deuxième dans une opération pas chère, des DVD à 7 € à la Fnac. Donc je me suis permis de les racheter et j'ai découvert ces deux premiers films avec une grande facilité et une grande joie, tout simplement pour toute son originalité au niveau de sa réalisation et pour ce côté péchu à l'anglaise. En tout cas, Paddington 3, un film que je vous conseille quand même de découvrir, un film grand public pour toute la famille. C'est moi qui pilote le bateau! The Gorge, deuxième film de notre sélection, un film plateforme Netflix, un film formaté pour un large public. Très peu original, tout simplement parce que c'est un film fantastique, saupoudré de romance, très peu d'originalité sur la proposition, tout simplement parce qu'on a vu ce genre de film des années auparavant, comme des sagas comme Twilight ou encore Labyrinthe ou Hunger Games. Donc formaté pour un jeune public et l'histoire est simple. On suit dans un futur proche deux nations qui se font la guerre. Deux postes avancés doivent surveiller une faille et au fond de cette faille, une menace pour l'humanité. Deux snipers sont mis en place. Au début, ils vont s'observer, se craindre et très vite, un jeu de séduction va s'installer entre ces deux personnages, un homme et une femme. Et dans la deuxième partie, un des protagonistes va tomber au fond de cette gorge et va être menacé. Et en face, y a quoi? Ça, c'est la tour Est. Tout contact avec l'autre côté est strictement interdit. Et ça va donner place à des scènes d'action et d'aventure d'une banalité sans nom, avec des effets spéciaux très médiocres. Tout se passe ou dans la brume ou sous la pluie, avec peu d'originalité, en tout cas dans les scènes d'action. C'est ce qu'on voyait dans Labyrinthe. D'ailleurs, ce film me fait énormément penser à cette saga et à Hunger Games. C'est un produit formaté pour les plateformes et ça se voit tout de suite. La seule avantage de ce film, c'est son casting, hein, des acteurs relativement jeunes et en vogue. Les comédiens se renvoient la balle avec beaucoup de facilité. D'ailleurs, ils jouent très très bien ensemble. Et la musique est une musique plutôt banale, rien de vraiment exceptionnel. En tout cas, ce film, je ne voulais pas le voir dans un premier temps. J'avais vu le teaser, c'était un film qui n'était pas pour moi, mais vraiment un film de teenager. Mais je me suis pris à la curiosité en le découvrant, et c'est un film qu'on regarde sans déplaisance, malheureusement très vite oubliable. En tout cas, The Gorge est un film formaté sans grande nuance, réalisé par un yes man, en tout cas pas formaté pour les cinquantenaires, mais uniquement pour la nouvelle génération. Captain America Brave New World, énième production Marvel, le 35e film de la franchise. Je peux vous dire une chose, ce film a au moins 10 ans de retard, tout simplement parce que j'ai eu la chance de revoir Captain America Civil War, qui était une sorte de sous-Avengers avec énormément de personnages, avec une intrigue, une histoire véhiculée autour de la géopolitique et d'espionnage. Donc certes, l'histoire était simple, mais extrêmement généreux dans les scènes d'action. Et à cette époque-là, Marvel tapait le milliard à chaque fois qu'il sortait un nouveau film, avec des millions de gens
qu'à aller les voir en salle. Ce qui est absolument pas le cas avec ce dernier Captain America, tout simplement parce qu'on reprend le même schéma que dans le deuxième Captain America, avec une histoire véhiculée autour de la politique et de l'espionnage. On reprend un petit peu le schéma du soldat de l'hiver, mais cette fois-ci avec un scénario extrêmement faible. On est à la limite d'une troisième guerre mondiale commise par les États-Unis et surtout le président américain. Et Sam, le nouveau Captain America, va devoir enquêter pour démanteler cette nouvelle menace planétaire. Et les scènes d'action sont tout simplement absents de ce film. Il y a 3 grandes scènes d'action qui parsèment ce film. Une grosse scène en début, une scène navale au centre et un combat avec le nouveau vilain qui est tout simplement le Hulk rouge en fin de film. Et entre ces différentes scènes d'action, énormément de bavardage, énormément de scènes explicatives. C'est aussi le problème de Marvel, c'est qu'ils veulent surexpliquer les intrigues et les histoires de leurs films et on a tendance à s'ennuyer ferme. Même si les acteurs sont plutôt convaincants, et je dirais pour ma part personnellement que je trouvais que la première demi-heure de ce film était plutôt intéressante avec cette enquête et ce côté d'espionnage où on veut comment tuer le président américain. Donc la première demi-heure est plutôt captivant et ensuite ça retombe comme un soufflé dans les rouages des films classiques Marvel, pour finir sur un combat assez cheap entre les différents protagonistes, Captain America et ce que Hulk rouge. En tout cas, ce Captain America est un sous-produit Marvel. Il a un petit peu sacrifié pour le multivers. Depuis quand il y en a un rouge ? Et pour les autres projets Marvel qui va arriver, surtout les 4 Fantastiques qui va débarquer dès le mois de juin, qui a été annoncé en fanfare. Et ce Captain America est nettement en dessous des 3 premiers, qui est juste des petits caviars de blockbuster, complètement décélébrés bien sûr, mais très très agréables à l'époque où Marvel étaient les rois du monde à Hollywood. Et pour finir, une série télé Cobra Kai, saison 6, diffusée sur Netflix. Mais avant tout, faisons un petit récap sur le mystère de cette série et son succès. Il y a 6 ans, les 2 premières saisons sont produites par YouTube Premiums et ensuite à partir de la saison 3 sur Netflix. Et c'est là que la série explose auprès d'un large public. Ça plaît autant à l'ancienne génération qu'à la nouvelle. Tout simplement parce qu'au sein de cette telenovela un peu cheapos, en tout cas ça ressemble beaucoup à un sitcom, et on suit les désaventures du bad guy de Karate Kid, Johnny Lawrence, qui avait du mal à passer le cap des années 80 de sa défaite contre Daniel LaRusso. C'était un vrai loser. Durant toutes ces années, Tu veux qu'on règle nos comptes? nous avons combattu. Plutôt 2 fois qu'une. Et les épisodes, on pouvait les enfiler suite après suite comme ça et se délecter et de rire de ces désaventures. Et d'un autre côté, on s'intéressait à d'autres personnages, des personnages beaucoup plus jeunes, d'élèves de karaté comme ça. Alors c'est pas forcément ce qui nous plaisait le plus, nous les anciens, mais ça plaisait à la nouvelle génération. Donc c'est une série un peu patchwork qui peut plaire à un large public. Les 3 premières saisons étaient juste remarquables d'écriture, certes très légère, mais avec pas mal de bons personnages. Et à partir de la saison 4, c'est là qu'on va commencer à se répéter à l'infini les mêmes combats, les mêmes embrouilles entre les adultes et les élèves. Nos ennemis sont toujours là. Que serait l'existence
pour finir sur une saison 6, et c'est là que ça nous intéresse, sur une saison la plus faible. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter. Voilà, on se retrouve dans un grand tournoi international. Il y a des complications avec Terry Silver et qui veut prendre sa revanche. Et on répète sans cesse les mêmes scénarios, les mêmes scènes de combat sans grande originalité. Malheureusement, Cobra Kai se termine sur une saison 6 en bout de course, hein, vraiment, ça n'apporte vraiment rien de nouveau. Alors, il faut regarder vraiment les 3 premières saisons qui sont les plus délectables et les mieux écrites. Nous devons affronter ces ennemis et gagner une bonne fois pour toutes. En tout cas, ce qui plaît à un large public est délaissé à partir de la saison 4, où là, il nous délivre vraiment un final peu inventif. Et bien sûr, cette série va nous amener à un futur film qui va sortir, qui s'appelle Karate Kid Legend, qui est une sorte de suite, mais plutôt une préquelle, avec Daniel LaRusso. Et en tout cas, cette série, si on revient il y a 6 ans, avait plutôt marqué de sa partie plutôt originale, comme ça, avec une direction de personnage avec Johnny Lawrence, qui était vraiment très rafraîchissant, avec sa confrontation avec Daniel LaRusso et tous ces nouveaux personnages. Malheureusement, cette série s'arrête en dents de scie. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette nouvelle vidéo consacrée au dernier visionnage cinéma et séries sur les plateformes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.